Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre de la lecture et de l'écriture. Belle ligne, suis-tu beauty ou suis-tu maudit? Une interrogation en cause. Rien n'est doux ou beau dans cet épisode, tout est trouble et tourmente. Les filles, une jeune fille, Adji Sarr, accuse de viol un leader politique de Pastef, Ousmane Sonko. Les événements, manifestations, contestations, destruction de biens publics. Les victimes, on les connaît. Les bourreaux, encore un mystère. Un chaud mois de mars qui a fait fondre la vie de 14 personnes. Après les braises, place aux cendres, place à la réflexion avec cet ouvrage, Affaire Sweety Beauty, un printemps désamorcé. L'auteur est dans ce studio. Il est professeur. Nous l'accueillons, professeur Amadou Sow. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, M. Sarr. Merci de m'avoir invité. Je vous remercie. Comme je le dis souvent, vous introduisez vos émissions de façon vraiment originale. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Nous allons introduire votre ouvrage en parlant un peu de l'histoire. Pourquoi vouloir narrer une histoire dont l'issue est encore méconnue, par exemple? Oui, c'est une question qui m'a été posée avant même que je ne termine la rédaction du livre. Et même quand je l'ai publié aussi, la question m'a été posée. Effectivement, bon, je me dis toujours la question que je me pose, quelle histoire est terminée? Est-ce que vraiment les histoires se terminent? Oui. Peut-être qu'il y a des séquences, etc. Mais pour avoir une histoire terminée, c'est très difficile. Même dans les romans, de manière globale, souvent, il y a toujours une perspective, etc. Et même dans les dissertations, on nous apprend toujours à laisser... Il faut dégager les perspectives. Voilà, une ouverture et tout. Bon, c'est une histoire, effectivement, qui a eu lieu et puis qui a connu des séquences. Bon, je me dis qu'à partir du moment où il y a une séquence qu'on pourrait appeler une fin provisoire, c'est-à-dire la libération sous contrôle judiciaire de celui qui a fait l'objet d'une accusation, Ousmane Sonko en l'occurrence, je pense que cette histoire-là peut être capitalisée de manière objective et avec les informations dont on dispose. D'abord, le titre, c'est important. Beaucoup d'observateurs disent Affaire Sonko-Adji Sarr. Vous aviez choisi d'éluder leur nom en mettant en scène Sweety Beauty. Un choix calculé ou pas? Oui, même les titres aussi sont très difficiles et font l'objet de beaucoup de modifications. Et jusqu'au dernier moment, on n'a pas le titre définitif. Ceux qui ont l'habitude d'écrire le savent. Effectivement, on peut, pour des raisons même peut-être de communication ou même de marketing, on peut mettre le nom d'Ousmane Sonko qui vend très bien. Alors maintenant... Pourquoi Sweety Beauty, par exemple, au lieu de Ousmane Sonko Adji Sarr, par exemple? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que parce que c'est déjà pour des raisons de communication. Parce que quand on lit l'ouvrage, je me positionne en tant que militant d'un parti. Je ne le cache pas parce que je l'ai écrit. Oui, vous vous affichez. Voilà, et je me positionne aussi en tant qu'universitaire. Parce que les faits qui permettent d'étayer ma thèse, ce sont des faits qui sont réels, que tout le monde peut-être peut connaître et vérifier. Maintenant, par rapport au titre, effectivement, pourquoi ne pas mettre Ousmane Sonko Adji Sarr? C'est parce que simplement, l'objectif visé, c'était de mettre côte à côte Ousmane Sonko et Adji Sarr. Ça, je l'ai même écrit dans le livre. C'est-à-dire, autrement, c'est comme si c'était deux personnes qui sont à la limite égale. C'est l'objectif recherché, de les mettre en face. Je pense que même si vous... faites attention à la communication de Ousmane Sonko. Il a effectivement refusé de faire de Adji Sarr son vis-à-vis. Parce que c'est pourquoi il parle toujours de Macky Sall. Parce que l'objectif visé, c'est de les mettre en face, en confrontation. Et là, c'est effectivement, si on accepte cette façon de voir, on tombe dans le piège.
Vous le disiez tout à l'heure, vous arborez l'habit d'un universitaire, mais également d'un partisan. Pensez-vous que ces deux habits-là font bon ménage dans l'analyse? Moi, je pense que c'est un faux procès qu'on fait souvent aux universitaires. Quand on leur dit, et même parfois aux journalistes, quand on leur dit qu'ils ne peuvent pas être dans un parti ou bien dans un mouvement et autres. Moi, je pense que ce qui se fait dans les pays développés, les grands pays développés, on peut prendre l'exemple de la France, des États-Unis. Il y a des journalistes qui sont partisans et ça ne dérange pas. Les journalistes de gauche, droite, les conservatistes, etc. Bien sûr que oui, même ici au Sénégal, il y avait voilà, la presse, il y avait même des syndicalistes qui étaient, la plupart c'est même issus des flancs de la gauche et tout. Donc voilà, maintenant, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que les arguments soient valables, mais on défend toujours une thèse d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que les arguments qu'on a mis pour défendre cette thèse-là, ces arguments-là, tiennent-ils la route, oui ou non? Parce qu'on demande, est-ce qu'on peut être jugé parti, par exemple? C'est pas en fait, pour moi, la question ne se pose pas en termes d'être juge et parti. Parce que pour moi, forcément, il y a toujours une dose de subjectivité. Chacun a une part de subjectivité. Parce que vous êtes présent dans votre ouvrage, vous affirmez avec un jeu et vous le dites. Voilà, c'est pourquoi l'ouvrage est entre les mémoires, la chronique et l'essai, même un peu une dose de romanesque, une façon de raconter, une façon romanesque de raconter, d'où le jeu, le narrateur qui est intérieur et qui est en tant qu'acteur et observateur aussi. Mais les faits qui permettent d'étayer, les arguments qui permettent d'étayer la thèse qui semble être la mieux partagée, ce sont des arguments quand même qu'on peut vérifier. Et puis aussi, il y a une analyse des discours aussi. Donc on fait parler les textes également. À l'intérieur, voilà. Beaucoup de discours, 8 discours même, si je ne me trompe pas. Discours, Et nous restons dans le titre, le printemps, un printemps, des similitudes avec le printemps arabe. Pensez-vous que ces deux événements-là ont des corrélations? Oui, parce que j'ai pas dit que c'est parce que je ne me suis pas arrêté au niveau du printemps, mais désamorcé. Désamorcé, oui. Voilà, parce que dans le texte, je fais une relation des faits qui renvoient souvent à des pays en guerre civile et autres. Parce qu'à partir du moment où la rue était gagnée par des manifestants, par même des gens qui s'adonnaient à des actes de vandalisme et de pillage, ces gens-là avaient conquis quand même une partie du territoire, une bonne partie du territoire. Et puis j'ai circulé aussi, parce que même dans le livre, je retrace mon cheminement, ma trajectoire, donc qui fait que j'ai vu quand même ce qui s'est passé et qui montre effectivement que on aurait pu en arriver là. Parce que si on prend l'exemple du printemps arabe qui s'est déclenché en Tunisie, c'est juste un jeune qui vendait et puis voilà, la police est intervenue de façon brutale. Il s'est révolté, il a commis un acte irréparable et puis ça a suscité l'émoi au niveau de la Tunisie et puis c'est ça qui a emporté le régime. Donc on peut dire que c'est pas parce que c'est grand ou c'est petit, mais c'est une étincelle peut justement embraser un pays et ensuite embraser plusieurs pays et inspirer d'autres mouvements. Oui, mais parce que les Tunisiens, par exemple, et d'autres pays qui ont vécu le printemps arabe, avaient réclamé ou bien dénoncé un peu l'attitude de leur gouvernement ou monarchie sous deux angles. L'autoritarisme d'abord et la prédation après, par exemple, dans ces printemps arabes.
Oui, mais au Sénégal aussi, on parle d'autoritarisme aussi, hein, même jusqu'à maintenant, on parle d'autoritarisme, on parle et d'ailleurs le M2D, quelle est la signification du M2D? C'est un mouvement pour la défense de la démocratie. Et pour parler de l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko par exemple, quand on utilise le mot printemps, est-ce que c'est le mot juste, comme dit Mahali Gassama, Kouma, le mot juste, le printemps? Oui, en fait, le printemps, c'est à deux niveaux. À deux niveaux. Le premier niveau, c'est que ça a failli faire basculer le régime. Bon, c'est juste à ce niveau-là. Deuxième, tout le monde sait que ça a failli faire basculer quand même le régime. La République. Tout le monde, le sait. Exactement. Parce qu'il y a des scènes aussi auxquelles j'ai fait allusion, notamment quand les jeunes ont réussi à faire leur manifestation malgré l'interdiction à la place de la nation. Des militaires qui faisaient pratiquement, il y avait une certaine complicité avec les jeunes quand même, ça c'est pas petit quand même comme fait. Autre chose, c'est le fait que ça s'est produit aussi au mois de mars aussi. Même si nous, on n'a pas de printemps ici, mais le mois de mars quand même, si on regarde le début du printemps, c'est quand même au mois de mars, c'est à la veille du printemps aussi. Donc tout cela, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une dose de littérature dans le livre aussi. Donc à partir de là, j'ai joué sur le mot printemps pour montrer qu'on aurait pu en arriver à une instabilité étatique qui n'était pas souhaitable, parce que ça, je l'ai écrit aussi dans le livre. Ne serait-ce que pour cela, on peut faire la corrélation avec des revendications aussi, les revendications en général tournées autour de la démocratie, les libertés, la justice, etc. Mais c'est également la même chose qu'on revendiquait en Tunisie aussi. Exactement. Vous parlez d'une autre affaire, ou bien vous essayez de faire une corrélation d'une autre affaire qui aurait un lien avec l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ou l'affaire Sweety Beauty. C'est l'affaire Dominique Strauss-Kahn, DSK. DSK, un homme politique qui viserait un peu à être éliminé dans le contexte de 2011. DSK est-il, par exemple, Ousmane Sonko, Nafissatou Diallo, est-elle, par exemple, Adji Sarr, pour faire un peu la comparaison entre ces deux affaires-là? Oui, parce que j'ai dit que parce que ce n'est pas seulement le printemps arabe, mais on est dans un contexte aussi politique. Oui. Dans un contexte politique, juste à quelques mois d'une élection présidentielle 2019 où le principal concerné est sorti quand même troisième de l'élection présidentielle de 2019. Voilà, présidentielle, qui a mené un certain nombre d'activités dont j'ai parlé. Les vacances, etc. Les mécotours, etc. Les mécotours, on a vu les mécotours avec la menace du communiqué du ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire que la menace de dissolution d'un parti politique. Donc ça veut dire que déjà, il y a des prémices. Les inondations, j'ai parlé des inondations avec la sortie de Ousmane Sonko à Keur Massar. Certainement, cette sortie-là, avec le succès qu'elle a connu, ne va pas simplement être là, on se fait plaisir. Non, ce n'est pas possible. Autre chose, c'est qu'il y a Idrissa Seck qui est parti aussi rejoindre la mouvance présidentielle. Le nouveau président du CS. Exactement. Donc, ce qui propulse davantage le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, donc, et qui le prédispose à être le seul qui est là et que tout le monde doit regarder pour essayer de voir si lui, potentiellement, on peut le mettre en 2024 comme président de la République. Donc, tout cela cristallise toute l'attention sur lui et en fait aussi un homme à abattre, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle... Vous le pensez dans cette affaire, c'était ça, l'abattre tout simplement politiquement? Ce n'est pas une question juridique seulement, c'est une question politique. Oui. En fait, c'est pourquoi on a dit que les coups bas, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
pour ceux qui connaissent l'histoire. Maintenant, parfois, tous les coups sont permis aussi. Les gens, ils utilisent n'importe quelle situation et tout. Avec DSK, évidemment, tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais pour rappeler un peu l'affaire DSK, ouais. Le 14 mai 2011, avec Nafissatou Diallo dans l'hôtel Sofitel Manhattan, DSK a été accusé ensuite. La même année, le 23 août 2011, il a été relaxé, les charges ont été rejetées, mais à la fin, il y aurait un accord entre les deux parties et Nafissatou Diallo aurait reçu une somme de plus d'$1 million. Pour dire un peu, la motivation serait un peu pécuniaire, même s'il y a des conséquences politiques derrière pour DSK qui étaient prédisposés dans les primaires du Parti socialiste. Oui, la motivation serait pécuniaire si c'était simplement Nafissatou Diallo qui avait pris l'initiative. Ah oui, ce n'était pas elle, parce que les faits se sont déroulés aux États-Unis, par exemple. Oui, mais tout peut se dérouler n'importe où, parce que même aux États-Unis, il y a aussi des coups. Oui. Parce que DSK n'est pas n'importe qui. À l'époque, il n'était pas n'importe qui. S'il sort, on sait où il va, on sait où il passe la nuit, on sait à quelle heure il doit être dans sa chambre, on sait qui doit s'occuper de la chambre et tout. Donc, même le système hôtelier est géré par des gens aussi qui sont du système et qui travaillent avec le système et tout. Donc, il faut aussi voir de manière globale que c'est un système global avec des hommes d'affaires, des politiciens, des hommes politiques, ceux qui dirigent et autres, des hommes d'affaires, ils ont aussi des intérêts. Donc c'est pas parce qu'il y a la démocratie, non, c'est juste qu'il y a des intérêts, il y a des coups bas, on peut collaborer pour maintenir un système et maintenir un pouvoir. Parfois même les chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir, en fait, en réalité, parfois ce n'est même pas eux. Ce sont des gens qui ont des intérêts, qui les prennent en otage, et eux-mêmes, il faut les considérer comme des otages. Notre système politique est à ce stade. Ben, je peux dire que c'est pas nouveau, en fait, c'est pas nouveau. Même dans nos royaumes, il y avait des coups même beaucoup plus graves que ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Autour du pouvoir, il y a toujours des intrigues. C'est pas nouveau, ça c'est pas nouveau. Même s'il y a la présomption d'innocence également, une Sénégalaise qui accuse un Sénégalais également. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, on peut faire accuser quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut pousser quelqu'un à accuser quelqu'un d'autre. On peut pousser, donc il y a toujours des... Oui. Ce ne serait pas un acte naturel, volontaire, parce que personnel. Non. Pourquoi ce n'est pas un acte naturel, volontaire, personnel? Déjà, la plainte, telle qu'elle a été rédigée, tout le monde sait que la fille, elle ne peut pas, non seulement elle ne peut pas rédiger la plainte parce qu'on connaît sa vie, on connaît son cursus et autres. Donc, elle ne peut pas rédiger la plainte, ça c'est clair. Et elle ne peut pas accéder à des personnes qui peuvent rédiger cette plainte-là. Parce qu'il faut simplement, quand on lit entre les lignes, quand on interroge la plainte, on n'a pas besoin de connaître les personnes. On sait que cette plainte-là a été rédigée par un homme du sérail, un homme qui a un certain niveau, qui connaît très bien le droit, qui connaît très bien même les peines encourues. Ça peut être un avocat. Oui, exactement. Oui. Mais est-ce qu'Adji Sarr a accès à moi-même si je dois rédiger ma plainte? Bon, c'est vrai, peut-être c'est pas un bon exemple, mais je sais qu'il y a combien de Sénégalais peuvent avoir le privilège d'avoir un avocat pour rédiger leur plainte. Parce que ça, c'est une plainte quand même rédigée par un avocat. En tout cas, même si ce n'est pas un avocat, c'est un homme qui connaît le droit et qui a un certain niveau quand même. C'est clair et net, parce que les mots aussi ont leur sens aussi. Autre chose, une plainte déposée à la section de recherche. Adji Sarr ne peut pas avoir l'idée de déposer. Tout le monde sait que de manière ordinaire, Adji Sarr est une personne ordinaire quand même. C'est-à-dire oui, simple comme n'importe qui, n'importe quel Sénégalais, comme n'importe quel Sénégalais. Donc, elle ne peut pas
Parce que pour moi, le premier réflexe, quand on a des problèmes, on va à la police pour déposer une plainte. C'est ce que tout le monde fait. Même d'ailleurs, même les gens ne viennent même pas avec des plaintes rédigées. Le plus souvent, ils viennent comme ça oralement. Je veux déposer une plainte. Voilà, et puis parfois il y a même des anciens policiers retraités qui sont là-bas et qui peuvent rédiger pour ceux qui ne savent pas écrire. Donc pour moi, déjà, ça c'est le premier réflexe qu'Adji Sarr devrait avoir si elle avait l'intention de porter plainte seule. Mais aller à la section de recherche quand même, qui connaît la section de recherche? On peut se poser cette question-là, entre autres questions. Donc c'est pour dire que quand même, il y a un encadrement qui a été fait quand même en amont. Vous utilisez des portraits, vous dites que c'est un ouvrage polyphonique. J'en disconviens pas. La présentation d'Ousmane Sonko et la présentation d'Adji Sarr aux pages 21 jusqu'aux pages 24. Mais quand on lit un peu ces deux portraits qui ont pour moi une fonction référentielle, parce qu'on essaie un peu de deviner la mentalité ou bien la psychologie du personnage, quand on lit ces deux portraits, c'est rose pour Ousmane Sonko et pink pour Adji Sarr, par exemple. Mais je lis deux paragraphes par rapport à Ousmane Sonko. Il a investi la diaspora pour une tournée où les Sénégalais résidant à l'étranger sont massivement venus porter leur adhésion à son projet de société. Même si vous dites également Ousmane Sonko est accusé de salafiste, anticonfrérique, anticlérical, de Casamance et de connivence, etc. Mais pour Adji Sarr, par exemple, ce paragraphe, mieux. Toujours selon le même auteur, vous parlez un peu de quelqu'un, Sebani Sougou, n'est-ce pas? Adji Sarr étant une fille d'une éducation défectueuse et d'un niveau d'études bas, ne pas avoir l'idée de déposer une plainte à la section de recherche de la gendarmerie. Est-ce que les mots sont un peu pesés ou sous-pesés par rapport à la personne? Oui, là je cite quand même, Sebani, Sebani Sougou, ce ne sont pas mes propos, mais je cite aussi d'autres témoignages, parce qu'Adji Sarr déjà, la première à parler d'elle, c'est sa patronne. Ndeye Khady Ndiaye. Que vous aviez commencé d'abord à vouer au Gémini au début de l'interview qu'elle a accordée au groupe Immédiat, par exemple, et qui défendait Ousmane Sonko, la probité d'Ousmane Sonko dans cette affaire. Oui, parce qu'elle a défendu Ousmane Sonko, mais les gens ne savaient pas qu'elle n'était pas dans le coup. Donc ça, je l'ai dit dans le livre aussi. Au début, on l'a soupçonné. Beaucoup de gens l'ont soupçonné, mais par la suite... C'était de la passion au début, non? De l'émotion? Forcément, on ne peut pas exclure l'émotion dans cette affaire-là, de bout en bout. On ne peut pas exclure l'émotion. Maintenant, les gens ne réagissent pas de la même manière. Certains réagissent avec beaucoup plus d'émotion que d'autres. D'autres essaient d'attendre un peu, mais quand même, au début, quand l'affaire s'est déclenchée, ça a été quand même une surprise générale. Quand on dit que Ousmane Sonko, on l'accuse de cette façon-là, je l'ai dit dans le livre même, qu'on n'a jamais quand même connu un homme politique qui a été accusé de viol, quand même, qui a fait l'objet d'une plainte de viol, et surtout suivi de menaces, surtout aggravé par des menaces avec des fusils et autres. Donc, et puis avec le profil, la personnalité d'Ousmane Sonko, son profil, je l'ai dit dans le livre. Quand on accuse quelqu'un, en général, ceux qui sont accusés de salafistes aujourd'hui, ce sont les gens qui sont des orthodoxes, entre guillemets. Donc, c'est les gens qui veulent appliquer la religion. Mais l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais l'habit n'a jamais fait le moine. Moi, je n'ai jamais cru que l'habit a fait le moine, jamais. Mais je sais simplement que lui, en fait, parce que c'est pas quelqu'un, Ousmane Sonko, c'est pas quelqu'un quand même qui vient d'un autre pays ou d'une autre planète. Oui. On ne peut pas se cacher. Moi, quand je suis venu ici, j'ai trouvé ici Didier Boups. Oui. Qui est un ancien depuis très longtemps, un camarade de classe. Ah donc, oui, mais moi je ne peux pas me cacher. Donc ce que je faisais avant, lui, il peut le dire. Donc de la même manière, Ousmane Sonko, il est né au Sénégal. Il a grandi au Sénégal, il a fait toutes ses études au Sénégal. Donc si lui, il était un faux par rapport à la piété et autres, les gens allaient le dire depuis très longtemps. Donc c'est pour dire qu'effectivement,
C'est exactement comme ça qu'il est. Maintenant, si une personne de ce qui a cette nature et tout, donc, qui est marquée par la piété, donc, ça a un lien avec la justice, piété, ça a un lien avec la justice, parce que ça, c'est le caractère moral, au fait, le comportement moral. Oui, on ne peut pas exclure la morale. C'est pourquoi j'ai dit, non, ce que je veux dire, je veux dire les maîtres de Dara sont accusés de viol, pour parler un peu. Non, mais c'est surprenant, quand même. Quand on accuse un Serigne Dara de viol, c'est toujours surprenant. Mais ça existe. Oui, ça existe. C'est pourquoi ça crée l'émoi. Même un enseignant, quand on l'accuse de viol, ça crée l'émoi. Parce qu'on va dire, mais en fait, c'est un enseignant qui fait ça. Ça fait tilt, Voilà, mais quand on accuse quelqu'un d'autre qu'on a l'habitude d'entendre, etc., et tout, là, c'est différent. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, si un autre homme politique, par exemple, qui a un autre profil et autres, je ne vais pas citer des noms, ça peut susciter moins de surprise que quand il s'agit d'Ousmane Sonko. Donc la surprise, effectivement, c'est par rapport à la personnalité d'Ousmane Sonko. Donc effectivement, là, on peut dire qu'on a visé cet aspect-là, parce qu'après avoir cherché, parce que pourquoi j'ai parlé des 94 milliards, des 12%, on a parlé des terrains qu'il aurait octroyés à ses partenaires et autres. Donc tout cela n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est essayer d'attaquer la moralité, parce que tout le monde sait que nous, dans nos sociétés quand même, la moralité du dirigeant, ça compte énormément. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même issus des sociétés traditionnelles. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans des sociétés traditionnelles. C'est la mentalité qui est là. Donc, pour nous, un dirigeant doit être un exemple une moralité irréprochable. Pour nous, c'est comme ça. Il doit être un modèle. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que, par exemple, nous, est-ce qu'au Sénégal, on peut envisager un président célibataire? Pourquoi pas? Actuellement? Un candidat célibataire. Mais un célibataire n'a rien à voir avec la fonction de gouverner. Maintenant, je ne pense pas. Autre chose, est-ce qu'on peut envisager un président qui vit avec une maîtresse au palais? C'est-à-dire? Je dis, est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui un président au Sénégal qui vit avec une maîtresse au palais? Une maîtresse, c'est clair. Une maîtresse, celle qui n'est pas sa femme, par exemple. Oui, une concubine qui vit en concubinage au palais. Je laisserai, parce qu'on mélange la vie privée à celle publique. Mais la vie privée... Question de maîtresse, question de célibataire, mais la vie privée a toujours été mélangée à la vie publique, effectivement, surtout ici. Je veux dire que... Les célibataires, c'est un choix, par exemple. Oui, mais quand même... C'est en lien avec la fonction de présidentielle. Non, je dis que les gens, on ne pose pas les mêmes questions. Par exemple, ici, nous posons des questions différentes. Par exemple, si c'est en France, c'est admissible. Vous voyez? C'est admissible. On peut admettre qu'un président vive avec une concubine au palais. Ça existait en France, non? Oui, bien récemment sûr. avec Hollande. On a vu avec Hollande. Voilà, mais je veux dire qu'eux, ils ne se posent pas les mêmes... Ça a passé aux États-Unis avec Bill Clinton. Voilà, et ils ne se posent pas les mêmes... Ils ne se posent pas les mêmes questions. Aujourd'hui, le couple Macron, Brigitte n'a pas la même appréciation ici au Sénégal qu'en France. Je veux dire qu'on ne se pose pas les mêmes questions. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, même si on dit qu'on est dans la même république. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on accuse un prétendant au pouvoir de viol, le fait de l'accuser déjà de viol, c'est quand même quelque chose, si on n'a pas pu balayer ça, on n'a pas pu, cette accusation-là, si ça avait prospéré, évidemment, c'est pas possible qu'il soit élu par les Sénégalais. Maintenant, autre chose. Oui, rapidement. Oui, après le viol, on pense à des rapports, etc., consentants et autres. Moi, je pense que l'objectif visé, c'était exactement ça. C'était exactement ça, parce que le viol, c'est juste pour que ça soit pénal.
Mais quand on dit oui, qu'il a fréquenté une femme et autre et qui n'est pas la sienne, etc., mais c'est ça qu'on a visé. Mais sauf que ça ne peut pas faire l'objet d'une plainte. C'est aussi simple que cela. Et cette affaire est en cours. Affaire Sweet Beauty, un printemps sénégalais désamorcé, ouvrage écrit par le professeur Amadou Sow. Beaucoup de questions dans cet ouvrage. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est terminé. On n'a pas parlé des discours, la bataille de l'opinion, les événements également. Merci. Vraiment de noircir ces pages par cet événement, et ça, on attend d'un universitaire. Merci d'être là. Merci beaucoup de votre invitation. Merci aux téléspectateurs de ITV. Merci également le professeur Amadou Sow, professeur de lettres, enseignant-chercheur, maître de conférences, formateur à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation FASTEF, un professeur qui forme des professeurs. Vive les professeurs, vive le livre également, vive à l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.